nous avons la joie, l'honneur et le privilège d'entendre Christine Baron, qui a, comme je le disais tout à l'heure, une longueur d'avance disciplinaire sur nous, puisque elle vient d'une discipline qui a pour habitude de créer son propre objet, en fait, ce qui, du coup, l'affranchit de beaucoup des pesanteurs des nôtres et qui lui permet d'être très agile dans la mise en confrontation, la mise en relation entre ces deux champs, dont vous avez compris maintenant, on a dit qu'ils étaient perçus comme injustement et globalement antagonistes. Christine Baron est donc professeure de littérature comparée des 20e et 21e siècles. Elle travaille en particulier sur l'immédiat contemporain, voire dans le cadre de ses futurs ouvrages à paraître, et là elle vous en parlera mieux que moi puisque je n'ai pas pu encore avoir la joie de les lire, mais sur la prospective, sur ce qui pourrait advenir et des cas juridiques notamment que peut-être les générations qui nous succéderont dans le soi-disant monde d'après auront à traiter. Elle est également la directrice de publication d'un numéro très important de la revue Épistémocritique, le numéro 12, qui était consacré justement aux relations entre littérature et économie, et qui proposait des pistes très importantes. Elle travaille donc sur le lien entre littérature, droit, économie. Elle a fait un très beau livre sur j'arrive même plus à relire mes notes. Oui, la littérature et son autre, sur la question donc de l'utopie, notamment chez Borges, Calvino et de mémoire Queneau. Et donc, je vais lui laisser la parole pour à la fois peut-être mettre à jour ce que nous savons d'elle, puisqu'elle a 3 ouvrages à paraître en chantier, ce qui est très impressionnant pour nous en ces temps de pandémie, et puis donc pour nous proposer cette intervention liminaire donc, qui va permettre, en tout cas c'était un peu l'esprit du programme du colloque qui avait été décidé, d'approfondir cette question donc de la relation entre art et argent du point de vue de la littérature comparée. Merci beaucoup Martial, merci à tous les 3 de votre invitation, merci à Edith Orgon de l'organisation de ce colloque à distance. Je dirais, comme tu viens de le rappeler, que peut-être le seul avantage de la pandémie, c'est que l'on a beaucoup de temps pour lire et également beaucoup de temps pour écrire. Après vos 3 magistrales introductions dans lesquelles je me reconnais absolument, il m'est difficile de reprendre la parole sur un champ que je n'ai pas abandonné, parce que les relations entre littérature et économie me passionnent, mais depuis quelques années et depuis une délégation au CNRS qui dure depuis maintenant 2 ans, j'ai réorienté mes propres recherches du côté du droit, qui n'est pas d'ailleurs sans articulation avec nos problématiques, puisque précisément les mondes économiques jouent avec les dispositifs juridiques pour s'accorder à eux-mêmes, au fond, un certain nombre de libertés. Alors, la perspective critique de cette interaction entre art et économie existe depuis une vingtaine d'années, comme tu l'as souligné également, Martial. Il y a un intérêt ancien, mais je dirais qu'il y a un dialogue récent. Ce que tu as dit aussi, et ce dialogue rend précisément à la lumière de phénomènes récents également du point de vue de l'art, évidente, manifeste, l'existence non pas d'homologie peut-être, mais de dispositifs communs, d'opérateurs qui peuvent être à l'occasion des éléments importants, mais qui peuvent être aussi, comme l'a souligné Yann tout à l'heure, des leurs. Je pense notamment aux NFT, dont je vous parlerai brièvement. Voilà, donc encore merci à tous, et j'introduirai peut-être maintenant mon propos alors, d'abord, je voulais vous présenter mes excuses par avance. Encore une petite parenthèse. J'étais partie sur un calibre de temps, enfin sur un temps de parole calibré à 1 heure. Donc, si vous en avez assez, si je parle trop, je vous en supplie, interrompez-moi. J'ai essayé de réduire un petit peu le propos. Je ne suis pas tout à fait arrivée, mais voilà. Et puis, Yann est en train de... Oui. Alors, le partage d'écran, pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite, en fait, parce que ça vient tout à l'heure. Voilà. Okay. Voilà, merci. Alors, au moment, en fait, où je commençais à préparer cette communication, il y a maintenant, comme on dit en italien, tempo fa, depuis au moment quasiment du début de cette pandémie, Carlos Ghosn s'enfuyait du Japon dans des conditions rocambolesques. Une des plus grosses fortunes internationales, un acteur financier majeur, devenait tout à coup, sous un déguisement improbable, digne d'un mauvais polar des années 50,
un personnage romanesque. Transformation physique, faux papier, scénario affûté pour tromper les autorités, le plaçait sous le signe de l'évanescence, de l'incertitude identitaire. Rejoignant le royaume de l'illusion, il objectivait tout à coup ce sentiment d'irréalité qui saisit devant la masse des sommes d'argent en jeu dans cette ténébreuse affaire dont l'aspect juridique s'est tout à coup, quelques mois plus tard, volatilisé, échappant à la fois à la justice nippone et aux médias curieusement silencieux sur les conséquences de cette spectaculaire évasion. Cette étonnante immatérialité qui croît en proportion inverse à la masse des intérêts en jeu semble aujourd'hui caractériser massivement l'économie contemporaine, une économie digitalisée. Il appartient peut-être au cliché sur l'économie de dire que, transitant rapidement d'un compte à l'autre dans des jeux d'écriture complexes, l'argent se caractérise par son évanescence, les produits financiers par leur intrication, les valeurs boursières par leur labilité, leur apparition, disparition sur un écran. Cette formidable accélération, solidaire d'un processus général que décrit Hartmut Rosa dans son essai éponyme, imprime son rythme aux échanges monétaires de la web finance et emporte les symptômes. Mais la question temporelle n'est pas seule en cause. C'est l'invisibilisation même de la référence matérielle qui caractérise les flux financiers contemporains, comme le note dans l'abstraction matérielle Laurence Duchesne et Pierre Zaoui en ces termes, je cite, « L'argent est censé n'être que le réel. Ce qui est ou acte, ce qui circule, s'investit, se dépense, mais il est en même temps le signe de leur contraire logique à tout ce qu'on pourrait faire avec un peu d'argent. La puissance, être riche, c'est toujours un statut social avant d'être une source de jouissance illimitée. Il est censé être le nom même de la matière et du concret, propre aux sociétés matérialistes, l'argent on le touche, on le palpe, mais il n'y a en vérité rien de plus immatériel et abstrait que l'argent. C'est un pur flux de quantités abstraites et conventionnelles. Le bon gros intérêt matériel, les espèces sonnantes et trébuchantes, sont associés dans la littérature du 19e à des mondes de pesanteur. L'argent y est essentiellement thésaurisation résultant du labeur et de l'épargne, l'attachement aux valeurs matérielles, la solidité compacte des assises financières. Il est à un moment très bref de son histoire, d'ailleurs Martial l'a rappelé tout à l'heure, l'antithèse des mondes de l'art. Ce moment du dandisme, ce moment où les artistes revendiquent au fond une utopie, c'est-à-dire un lieu à l'écart de la contrainte financière, et ce d'autant plus que l'incompréhension s'accroît entre le public et le monde des artistes. Alors, il y a une fable qui est celle des Buddenbrook de Thomas Mann, qui illustre puissamment cette thèse autour du thème de la grandeur et du déclin. Le grand-père fondateur de la dynastie est homme d'affaires au bon sens aiguisé. Le fils, artiste à ses heures, n'est plus cette figure compacte du financier. L'entreprise familiale décline, le verre est dans le fruit. Le petit-fils Hanno consomme la rupture. C'est un artiste pur, trop fragile pour le monde qui l'entoure, totalement étranger au monde des affaires, qui succombe jeune à une grave maladie, achevant ainsi la chute de la maison familiale. L'art serait ainsi, pour reprendre un terme nietzschéen, associé à l'idée d'une maladie de la vie, les bien portants étant ceux qui, étrangers à la sensibilité esthétique, s'absorbent tout entier dans l'activité économique. Au délitement artiste s'opposerait la solidité de l'homo economicus. Or, il me semble que bien au contraire, aujourd'hui, les mondes de l'argent croisent de manière troublante ceux de l'art, dans leur structure, dans leur histoire, selon leurs évolutions, les plus contemporaines, dans une sorte d'abstraction croissante qui semble à première vue démotiver l'opposition du monde financier et du monde artiste, du philistin et du créateur qu'a construite le 19e siècle. Alors, je vais prendre tout de suite un exemple qui est celui de ces NFT. Voilà. Est-ce qu'ils apparaissent sur vos écrans? Oui. Donc, alors ces NFT, ces jetons non fongibles investis dans les œuvres d'art numérique, achetés avec des monnaies virtuelles, ont été rendus possibles par la blockchain. L'espace numérique crée un monde de l'art virtuel au moment où les réalisations artistiques désertent, ce que souligne Yves Michaud, d'où le titre de ma communication, l'art qui fait référence bien évidemment à l'art à l'état gazeux. L'espace numérique donc crée ce monde virtuel au moment où les réalisations désertent relativement le musée pour se rendre visibles sur la toile, ou peut-être contre la prophétie de Benjamin,
d'un art reproductible, la notion d'unicité reprendrait ses droits puisque l'œuvre originale, dotée d'une signature numérique infalsifiable, se vend des sommes impressionnantes en monnaie virtuelle. Quelques exemples de cet engouement permettent de prendre la mesure. Alors, si j'arrive à lancer le diaporama, voilà, permettent donc de prendre la mesure de ce qui semble être une bulle spéculative qui décolle depuis 2 ans environ et touche un nouveau public peu habitué des salles des ventes traditionnelles. Alors, ce qui frappe d'abord, voilà une des premières réalisations qui date en réalité de 2011. Le graphisme de ce chat date de 2011, mais il a été vendu récemment sur le site Nuuno même, $600 000. Donc immédiatement, en fait, au fond, la célébrité de l'œuvre est immédiatement associée à sa valeur financière. Donc beaucoup d'œuvres sont anonymes. La première d'entre elles est un mème, c'est ce que vous avez sur l'écran. Celle-ci, Everyday de Beeple, a jugé à $69,3 millions. Donc toujours la même histoire, ce lien qui apparaît ici comme indissociable entre la valeur supposée de l'œuvre et sa matérialité. De Beeple également une autre œuvre. Celle-ci montre que cet art n'est pas dépourvu de clin d'yeux à la tradition, avec évidemment Andy Warhol et cette banane qui elle aussi s'est rendue célèbre dans un musée d'art moderne par la somme à laquelle elle a été adjugée au marché d'art de Miami et par le fait qu'un visiteur l'avait consommée. Les appariteurs s'étaient rués sur lui, mais il s'agissait en réalité d'une performance. Serions-nous là, voilà encore une œuvre, cette fois-ci anonyme, qui représente alors une scène très transposée, puisque les personnages, les apôtres sont en train de se prendre ils sont en train de faire des selfies. Voilà. Et en même temps, leurs corps sont en pleine dissolution, ce qui semblerait l'illustration parfaite de mon propos. Alors, celle-ci, je ne sais pas pourquoi je l'ai intégrée, elle est particulièrement laide. Et enfin, ici, au fond, serions-nous là à un point, le Bitcoin est la Mona Lisa du XXIe siècle, où l'art deviendrait totalement soluble dans une monnaie si virtuelle qu'aucun contrôle ne peut s'exercer sur elle, qu'elle serait à elle-même sa propre instauration. Alors, bon, tout ça paraît une nouveauté. En fait, là aussi, me semble-t-il, c'est un leurre dans la mesure où cette dématérialisation, ou cette question ne date pas d'hier. Tout commence à la fin du XIXe siècle avec l'essor de la bourse, avec l'invention de l'économie marginaliste. Walras montrait ainsi dans les années 1880 de manière convaincante que l'art comme la monnaie s'indexe sur le regard de l'observateur. Par exemple, dans l'impressionnisme, où il s'agit de restituer le regard et non la chose elle-même. Au fond, il y a une concordance entre l'histoire de l'économie, l'histoire de la monnaie et l'histoire de l'art qui est là assez troublante. Mais il y a également un autre moment dans ce tournant esthétique, c'est celui que décrit Antoine Compagnon dans les 5 paradoxes de la modernité, à savoir que la dynamique historique qu'elle met en place à cette même période consiste en une destruction perpétuelle des paradigmes esthétiques. D'une rupture de la tradition, dit Compagnon, on passe à une tradition de la rupture. Le paradoxe de la modernité réside dans ce travail de sape des bases qui constitue la vitalité même de l'art. Les fondements des paradigmes esthétiques se succèdent dans son histoire, ce sont des socles de sable dont l'effritement programmé suppose une constante réinstauration jusqu'à la dissolution de toute actualisation matérielle des œuvres à laquelle nous assistons peut-être aujourd'hui, sous les auspices notamment de la notion de performance, du discours de l'esthétique comme succédané de l'œuvre, ce qui est la thèse d'Yves Michaud dans l'art à l'état gazeux. Désintégration des modèles, peut-être plus profondément, désintégration de la notion d'art elle-même dans ses manifestations singulières, ses lieux, et même la partition entre artistes et public, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle le bio-art, auquel je me suis beaucoup intéressée il y a une dizaine d'années. Je n'ai pas le temps de développer, c'est dommage, mais c'est également très, très intéressant. Alors, en parallèle, il semble qu'avec la virtualisation croissante des échanges économiques, une nouvelle strate a été franchie dans la caractérisation incertaine tant des transactions monétaires que des transactions esthétiques.
Non spécialiste de questions économiques au sens technique du terme, je placerai cette démonstration sous le double patronage des théories de l'art d'Yves Michaud, des travaux qu'il a élaborés dans les années 2000-2010 sur les mutations matérielles dans les arts contemporains, mais aussi sur les propositions poétiques d'un écrivain qui m'est cher, Italo Calvino, et propositions poétiques à partir desquelles il imagine ce que seraient, pour les écrivains du XXIe siècle, les grandes lignes de poétique possibles. Le premier constat qui s'impose en lisant Michaud, c'est celui d'une ubiquité croissante, voire d'une confusion des lieux de l'art, et le fait que celui-ci infuse des comportements, des modes de vie, des gestes qui ne relèvent que de très loin de ce que nous appelons art depuis la révolution muséographique du XVIIIe siècle. À la fois partout et nulle part, celui-ci devenu pour eux à la notion vague de style de vie, il est à la fois comme l'argent, prépondérant et invisible. Dans l'art à l'état gazeux, Michaud soutient l'idée que tant dans ses réalisations de plus en plus évanescentes que dans les théories qui le définissent, il se résume à une esthétique ou à une pluralité de points de vue sur lui. Le parallèle peut être périlleux, et je l'assume parfaitement. Mais si aujourd'hui le discours économique innerve l'ensemble des pratiques sociales, l'argent de plus en plus labile est à la fois introuvable et omniprésent. C'est l'argent magique, destiné à combler les déficits de la crise sanitaire, c'est l'essor des monnaies virtuelles avec lesquelles on achète les œuvres d'art que vous avez vues tout à l'heure, liées aux nouvelles technologies. Que penser, quelles conclusions tirer de ces parallélismes qui, comme toutes les analogies sont bancales, peut-être, peut-on le craindre ou l'espérer, à la fois extrêmement trompeuses et extrêmement heuristiques. Les propos de Lipovetsky et Serrois sur le capitalisme artiste et les stratégies de légitimation libérale par la genèse d'un individu solitaire, anxieux, livré aux aléas de désirs incertains, dont l'incarnation type serait Eric, dans Cosmopolis, ou Tommaso, le personnage de Résister ne sert à rien, font eux aussi l'hypothèse des destins liés de l'art et de l'argent. Alors, plutôt que d'observer ces phénomènes, comme le font les sociologues à partir de l'envahissement de l'esthétique dans les logiques marchandes, esthétisation des produits, de la publicité elle-même, enfin de nous-mêmes, en individus entrepreneurs de nous-mêmes, sur les plateformes du net, je vais partir des catégories issues de la littérature à travers Italo Calvino qui, à quelques mois de sa mort, nous sommes en 1983, s'apprête à prononcer des conférences à l'université d'Harvard. Il y développe ce que seront selon lui les moteurs d'une écriture du présent et du futur pour les écrivains du XXIe siècle, principe esthétique, certes, qu'il illustre par de grands devanciers de la tradition de la littérature mondiale, mais aussi, à travers des gestes, un habitus plus insaisissable dans lequel résiderait l'essence des réalisations artistiques futures, postmodernes, qui ont cessé de se battre avec la tradition, mais n'en sont pas moins confrontés à l'indétermination de leur paradigme. Calvino élabore 5 principes poétiques: légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. Ces principes sont à la fois un programme et des socles déjà explorés par la tradition. Mais ils constituent aussi, peut-être par analogie, des modalités de notre relation à une économie où les échanges priment sur la valeur, ou plutôt même font fluctuer la valeur, où malgré les tentatives de prévision de phénomènes et de comportements, ce qui domine depuis la crise de 2008, ce sont ces processus stochastiques qu'analyse Nassim Nicolas Taleb sous le terme à la fois séduisant et inquiétant de Black Swan. L'art et l'argent placés sous le signe de l'immaîtrisable entretiendraient ainsi une parenté formelle qui laisse évidemment entière la question de leur finalité intrinsèque. Tenir en un même lieu théorie de l'art, poétique, évolution récente de la manière dont circule l'argent dans les sociétés contemporaines condamne parfois à des analogies faibles, pour reprendre la typologie de Max Black. Et c'est encore une fois en assumant parfaitement ce risque, le risque de présenter ces dispositifs homologiques, que se tiendra le propos que je vais développer, en commençant par le premier terme sur lequel je m'arrêterai, qui est celui de multiplicité par lequel Calvino caractérise les écritures du XXIe siècle. Flux, plus que valeur, ayant une existence physique, l'argent circule et son immatérialité fait de lui, comme l'art, un objet de jouissance. Dans un petit texte peu commenté, qu'on peut commenter, je trouve, la monnaie vivante de Klossowski, l'auteur explique comment l'économie intime de la jouissance, et en particulier de la jouissance esthétique, où tout est irremplaçable et singulier, s'oppose à première vue au champ de la production matérielle où tout serait substituable et exploitable. Et pourtant,
Il observe ce paradoxe selon lequel nos folies les plus personnelles s'expriment, passent à travers l'argent. L'argent détourne nos jouissances vers la production, la circulation, la consommation marchande, voir ce qu'ont dit notamment l'école de Francfort, mais en retour, les flux de cette sphère objective sont réorientés inexorablement vers nos jouissances privées, subjectives, parmi lesquelles la jouissance artistique occupe une place identifiable. La monnaie vivante serait alors l'incarnation de ce détournement, de cette perversion, c'est un des sens possibles du mot, au sens d'un détournement d'énergie. Et Laurence Duchesne propose de relire ce texte comme un programme politique en termes d'alternative entre un éclatement de la société entre une multitude de fantasmes, ce qui serait au fond le terminus ad quem de l'individu néolibéral, une série de monades qui ne communiquent pas les unes avec les autres, ou au contraire comme une tentative pour ressaisir non pas la place de l'argent dans la société, il n'en a pas, il est à la fois partout et nulle part, mais pour en faire l'occasion de repenser la communauté d'individus libres et solidaires. Entre l'atomisation des désirs, leur multiplicité, à laquelle aboutit le culte d'un individualisme poussé à l'extrême dont Éric Sadin montre dans un essai récent qu'il est ruineux pour la démocratie, les utopistes se sont déjà interrogés sur cette économie libidinale et Calvino commente longuement, entre autres, le nouveau monde amoureux de Fourier, monde paradoxal où la coexistence pacifique de tous est garantie par le comblement des fantasmes de chacun. Alors, y compris le fantasme qui consiste à vouloir se disputer avec les autres. La passion de la dispute, la passion de la discorde est elle-même reconnue par le système. On a là vraiment un système tout à fait holistique. Mais le préalable de la réalisation de cette utopie est de remédier au plus scandaleux des désordres sociaux, la pauvreté, condition sans laquelle aucune société n'est possible. Réfléchissons à cette question. Alors, il existe dans le sillage de cette question de la multiplicité une autre analogie structurelle que met en évidence Calvino entre poétique littéraire, économie du désir et circuit financier. C'est la multiplicité de leur détermination. C'est le dédale des causes et des effets, le caractère multifactoriel et réseauté qui caractérise le roman contemporain, filet de connexion entre les faits, les personnes, les choses du monde. Les travaux de Deleuze et Guattari sur le rhizome n'ont pas encore vu le jour à l'époque où ces textes sont écrits, mais l'intuition fondamentale d'un monde artistique désancré, composé d'œuvres interconnectées au sens multiple, voit le jour dans les années 80. Ils sont strictement contemporains de l'amorce de mouvements de dérégulation bancaire, décrits notamment par Esther Jeffers et Jean-Paul Paulin, dans un article qui souligne la multiplication des circuits de placement développant à cette époque une bulle financière explosive. Le développement du shadow banking, pratiqué par des organismes qui garantissent des taux de rendement plus élevés à leurs clients que les banques traditionnelles, alarme celles-ci, qui militent alors en faveur d'une déréglementation et en vue aux États-Unis de l'abrogation du Glass-Steagall Act, qui était un paravent contre le spectre de la crise de 29. Le constat est sans appel. Cette nouvelle donne a aggravé les risques du crédit et démultiplié les effets de la crise de 2008. L'interconnexion des marchés, l'interdépendance des acteurs et des produits financiers complexes en est la cause. A émergé alors la notion de risque systémique. Ces effets dominos placent le système financier tout entier du côté de l'immaîtrisable. Scandale à répétition, le Crédit Lyonnais, l'affaire Kerviel attestent l'impossible maîtrise du caprice des marchés et de l'instabilité des cours. La multiplicité et l'intrication des produits en jeu rend les processus fuyants, à la manière de ce qu'est, et là encore c'est Calvino qui établit en quelque sorte indirectement cette analogie, à la manière de ce qu'est la fiabilité de l'être aimé. Cette étrange analogie, Calvino l'impose à partir de ce passage de La prisonnière de Proust, où le narrateur voit dans l'objet du désir, Albertine, une interconnexion de relations et de points impossibles à tous maîtriser. De cette impossible connaissance naît la jalousie, la persécution, l'impuissance, le malheur de l'amant. Si nous ne possédons pas son contact à tel lieu, à telle heure, nous ne la possédons pas. Et la figure de l'amant malheureux serait peut-être alors en dernier ressort celle du financier contemporain, telle qu'elle est incarnée dans le roman. Éric, dans Cosmopolis, condamné à l'immaîtrisable, voué à une furtive aventure sexuelle avec son associé, il contemple les fluctuations et les graphiques incertains de ses opérations sur des écrans dynamiques, installés dans sa luxueuse berline qui l'isole du monde, tout en s'obstinant dans un placement hasardeux malgré les avertissements de son entourage,
un leverage buyout qui parie sur la chute du yen, pourtant en augmentation contre toute attente. Dans une sorte de cécité par rapport à ce que l'on croit être l'apanage de l'économie, à savoir le réel. L'énormité des sommes en jeu, l'abstraction que leur confèrent les écrans, ouvre un espace illimité des possibles qui vont de la ruine à l'accroissement exponentiel de la richesse. La puissance tentaculaire de la finance transforme littéralement le monde, accomplissant une prophétie que l'auteur de Cosmopolis formule par ailleurs dans Outre-monde en ces termes. Les choses n'ont plus de limite à présent, l'argent n'a plus de limite. Je ne comprends plus l'argent, il est déchaîné. La violence est déchaînée, elle est déracinée, incontrôlée. Des êtres réduits sont réduits à un fantasme de marché, ils ne peuvent exister en dehors du marché. La force du cybercapital enverra les gens vomir et mourir dans le caniveau. Fin de citation. Le XXe siècle, de Musil à Thomas Mann, inventa le roman total. Mais celui-ci n'est que le résultat d'une ouverture des possibles par nature infinie. De ce modèle, Calvino nous a offert lui-même un exemple dans Si par une nuit d'hiver un voyageur, car il s'agit moins pour lui de totaliser un savoir romanesque que de dire par l'inachèvement des récits que nous sommes engagés dans un processus sans fin, chaque histoire s'emboîtant dans l'autre. C'est un entrelacement que nous avons à faire. Le modèle de l'encyclopédie, comme l'interdépendance des entrées, est in fine celui du réseau d'information, analogue, en apparence du moins, à celui d'une finance interconnectée, où échange d'expériences, d'informations, de savoir serait possible. Or, ces facteurs relationnels, transactionnels, d'inspiration interactive, note Yves Michaud, l'art contemporain les partage avec d'autres modes d'expression et notamment la publicité. Serait-ce un miroir tendu à l'homo economicus de sa condition? Les possibilités ouvertes par le déverrouillage juridique que j'ai évoqué tout à l'heure ont démultiplié les produits, créant de plus en plus des logiques court-termistes qui conduisent à une complexification des actions et des obligations dites multisupports. Cette caractéristique rend proprement atopique les flux monétaires. Ainsi, dans ce dispositif, les paradis fiscaux sont les arbres qui cachent la forêt, bouc émissaire imaginaire, alors que la grande lessiveuse est celle des circuits légaux. Entre finances légales et illégales, il n'y a plus de limite précise, la prétention à tout mettre sous contrôle, la spéculation babélique et apatride revient à vouloir contrôler la rotation terrestre, observe Walter City dans Resistere non serva niente. Et plus loin, maintenant, juste pour vous faire une idée, et je conclurai cette partie là-dessus, rien que pour analyser une CDO au carré constituée de 125 titres, vous auriez besoin d'informations sur 9375 positions financières différentes. La capacité de l'argent d'échapper au droit est ici manifeste. Intrication, réseau, système, dont la structure réticulée se renforce de produits issus de la cyberéconomie. Cette complexification a pour corollaire non seulement l'impossibilité d'exercer un contrôle par l'autorité des marchés financiers, mais une accélération des échanges et un effet autrement inquiétant. Il est quasiment impossible, compte tenu de cette complexité, de définir pour les sociétés humaines contemporaines ce que François Host nomme dans « À quoi sert le droit ?» des finalités extrinsèques, c'est-à-dire, au fond, des raisons de vivre ensemble, tout simplement. Ou un projet, une sorte de projet de société, de l'ordre, par exemple, de l'espace commun, de la justice, de la constitution, de la res publica. Le défaut d'utopie serait peut-être la contrepartie de cette inquiétante situation. Rapidité. La rapidité, c'est la seconde vertu poétique illustrée par les leçons américaines. Qualité de l'écriture, placée par Calvino sous l'égide d'une divinité, Mercure, dieu du commerce. Mercure aux pieds ailés est le dieu des transactions au sens où il est messager entre les hommes et les dieux, où il navigue entre le monde sacré et le monde profane des échanges économiques. Il n'est pas une substance, mais un être, passage, transition, lien. Et ce qu'il caractérise, c'est précisément la vélocité, accélération des cycles de l'innovation et du progrès technique, de même que le raccourcissement de la durée de vie des produits ont des causes systémiques, observe Hartmut Rosa. Mais cette accélération est due autant au transport de données qu'au travail lui-même. Cela impose un constat, loin que les marchés financiers suivent le rythme de la production, ce sont aujourd'hui eux qui impriment cette cadence
à l'ensemble de la sphère économique. Un facteur central, ajoute Rosa, est le développement croissant du secteur financier dans l'économie, qui se poursuit, comme en témoignent les transformations fulgurantes et les vitesses vertigineuses atteintes par les transactions sur les marchés financiers internationaux. Cette caractéristique a pour conséquence une rupture irréversible entre les temporalités subjectives, celles qu'impriment au sujet le travail et la vie sociale, vivre intensément, et désormais vivre plus vite, atteindre ses objectifs, multiplier ses opportunités, mais c'est aussi se couper des rythmes cosmiques et des rythmes du vivant. Le personnage de Tommaso, dans le roman de Walter City, est un être qui, je cite, ne connaît même pas ces instants de vacances intérieures que les résidents romains s'offrent entre deux rendez-vous, ne serait-ce qu'en levant les yeux, un aperçu de colonne ou du violet liquide. Pour lui, le ciel est une religion sans objet. L'urgence est la temporalité propre de la finance. La flèche du temps est conditionnée par l'avenir, comme le note Niklas Luhmann. Ce n'est qu'en direction de l'avenir que l'orientation de la dimension temporelle permet d'atteindre ce degré de complexité structurelle correspondant à la complexité du système social actuel. Joseph Vogel n'hésite pas d'ailleurs à qualifier le capitalisme contemporain d'agression du futur contre le reste du temps, ce qui explique la violence des krachs boursiers. Ainsi, Aldorfer, dans History of Financial Disasters de 2006, dénonce l'augmentation exponentielle des échanges comme facteur de risque accru et la circulation des capitaux qui, par leur incessante circulation, précisément, rendent tout contrôle impossible. Très significativement, c'est le modèle calvinien qui se trouve mobilisé, et ça m'a fait à la fois beaucoup rire et peut-être beaucoup pleurer, dans un numéro de l'Expansion Management Review de 2007. Dans le préambule de cet ouvrage, Dominique Anne Michel observe que la stratégie comme l'art s'est dissoute à force d'être invoquée à tout propos. Que faire désormais quand tout va si vite? Tout bouge trop vite pour que le stratège espère faire autre chose que réagir vite. Mais il viendra toujours en second, il sera toujours réactif. Dès lors, elle invoque les conférences de Calvino comme modèle. L'ouvrage pourrait servir de livre de chevet aux chefs d'entreprise, je cite, aussi bien qu'aux étudiants en littérature, légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité, consistance, voilà les valeurs que Calvino pourrait transmettre au prochain millénaire. Chacune pourrait servir de titre à une leçon de stratégie. Calvino, ancien membre du PCI et grand admirateur de Gramsci, se retournerait dans sa tombe en lisant une telle déclaration d'annexion de la part d'une professionnelle du management. Et pourtant, le constat d'analogie s'impose au moment où l'économie, comme l'art, se dissolvent en tant que phénomènes séparés dans une sorte de volonté holistique. Il en a été question tout à l'heure dans l'introduction, j'ai trouvé cette idée très puissante. Il y a chez l'un et l'autre, au fond, une volonté holistique. C'est peut-être ce qui les rassemble avec énormément de guillemets, qui fait que, pour citer Yves Michaud, encore une fois, la beauté est partout et l'art n'est nulle part. L'économie virtuelle dématérialise les échanges, omniprésente, elle n'a aucune place identifiable, mais les occupe. En 1977, Paul Virilio invente le concept de dromologie et l'impose comme une caractéristique transversale des sociétés du dernier quart du XXe siècle. Dans Vitesse et politique, il caractérise le monde contemporain comme en voie de dissolution matérielle par la vitesse des échanges. Mais c'est là peut-être que Calvino, dans son éloge de la vélocité, se sépare de cette injonction collective. Le siècle de la motorisation a imposé la vitesse comme valeur mesurable dont les records jalonnent historiquement les progrès des machines et des hommes, mais la vitesse mentale ne peut pas être mesurée. Elle ne permet ni comparaison ni compétition. Elle a une valeur en soi et pour le plaisir qu'elle procure. Aucune des valeurs que j'ai choisies pour thème de mes conférences ne prétend exclure la valeur contraire. On a là une recherche dialectique qui implique que la vitesse peut à certaines conditions devenir une vertu de l'écriture et s'adjoindre à la lente et patience, ciselure, du style, tout en postulant la plume alerte de qui sait saisir l'impondérable et capter l'instant. Le principe est redialectisé. Et reprenant l'adage bien connu du festina lente, il évoque alors la fable de l'empereur Chuang Tzu qui exigea 10 ans de patience pour produire un dessin parfait. Pendant 10 ans, il ne fait rien. Mais tout à coup, après ce délai, trace en quelques secondes sur la toile la forme absolument parfaite d'un crabe.
La hâte et la rapidité de la stratégie financière ne peuvent rendre compte de cette maturation de l'œuvre marquée en outre par une autre vertu qui est la légèreté. La légèreté, la soustraction de poids. Après la panique générée par le 11 septembre, les marchés s'affolent. Et Walter City commente: c'est cela la réponse du nouveau siècle, non plus des cuirassés, des barrages, mais des structures agiles, des jeux reliés par des toiles d'araignée. Les remèdes à la crise sont les cives, les véhicules d'investissement structurés, puis les dark pools, plateformes par lesquelles l'argent passe sans laisser de traces. On ne voit rien. Ni vu ni connu, rien dans les mains, rien dans les poches. De là, l'appartenance des fonds s'efface comme dans un brouillard de sigles, de sociétés emboîtées les unes dans les autres, de risques à faire disparaître, et l'argent s'auto-engendre au moyen d'opérations successives en levier. Si on retrouve là la référence à une organisation réseautée, ce qui domine est la légèreté et le caractère diaphane de ces constructions. Mais qu'est-ce que cet allègement? La question de la soustraction de poids se pose d'abord de manière très concrète au héros de Résister ne sert à rien, sous la forme de sa propre lutte contre l'obésité. Maigrir, disait Barthes, l'acte naïf de vouloir être intelligent. Joseph Vogel, dans Le spectre du capital, surenchérit en décrivant cette fois le protagoniste de Cosmopolis en ces termes. Il se distingue par son désir d'échapper à la pesanteur du monde physique, au royaume des situations matérielles et des rapports de propriété. Il rêve l'extinction des valeurs d'usage, de l'étiolement de la dimension référentielle. Il rêve la dissolution du monde en flux de données et le règne exclusif du code binaire. Il mise sur la spiritualité du cybercapital qui se transforme dans la lumière éternelle, dans l'éclat et le scintillement des charts sur les écrans. C'est le rêve d'une transsubstantiation radicale et définitive. Enfin, le vocabulaire religieux ne vous aura pas échappé. Mais cette prévalence de l'argent suppose en termes d'allègement un autre type d'allègement qui est celui de la relation humaine elle-même. Le fait de privilégier ce qu'on appelle les liens faibles est aussi ce qui est caractéristique de l'analyse que font dans Résister ne sert à rien les héros eux-mêmes de leur situation. Gabri est pour Tommaso un coup boursier avantageux, par sa jeunesse, par sa beauté, par l'aura qu'elle lui confère dans les soirées mondaines. Mais elle n'est pas un investissement à long terme. Il n'a pas du tout envie de l'épouser. Il échoue à tomber amoureux d'Édith, étrangère dont le statut économique l'éloigne du monde qu'il fréquente. Enfin, c'est la transaction économique qui relie le héros, le narrateur et son héros, un appartement contre son biopic, l'écrivain n'entretenant aucun rapport authentique d'amitié à Tommaso, dont il dit qu'il ne sait que faire, le voyant dans son fauteuil comme un étranger posté là et vaguement important. Si, comme le prophétisait Régis Debray dans son précis de médiologie, c'est toujours le support le plus léger qui gagne historiquement, il y a fort à parier que les formes esthétiques du futur seront, comme les arts que décrit Michaud dans son essai, gazeux, pulvérulents, diaphanes, que les lieux de l'art vont eux-mêmes se dissoudre dans un devenir art de la société, concomitant d'un devenir argent où la monnaie matérielle disparaîtra peu à peu au profit d'échanges d'informations. La légèreté n'est pas l'inconsistance ou l'allègement de poids du light, mais un autre rapport à la matière fait de visible et d'invisible. Quels sont alors ces modes de manifestation si l'échange tend à se fondre dans son environnement et à inapparaître? La question de la visibilité, ou plutôt de la visualité, c'est-à-dire des conditions de possibilité de voir quelque chose, se pose alors avec une acuité particulière. Que donne à voir le capitalisme moderne de soi? Quels espaces, quelles conditions d'expérience sont les siens? Le parallèle avec la labilité des formes esthétiques s'imposerait à nouveau frais sur les pas de Calvino avec la notion de visibilité. La règle financière, on l'a évoquée tout à l'heure brièvement, tend à promouvoir des normes qui se traduisent parfois par des règles de droit entrées dans la constitution de certains pays d'Europe. Je songe à la règle des 3% maximum de déficit. Le low shopping, comme pratique des entreprises qui défiscalisent et qui vont donc à l'étranger, qui se délocalisent, est ancien. Mais celui-ci s'accommodait jusqu'alors du droit existant et se contentait d'en profiter. Avec des pratiques qui se développent depuis quelques années, on assiste à une invisibilisation de la sphère proprement financière de l'économie et à une instrumentalisation du droit qui rend cet abus proprement invisible.
Le monde de la finance, loin de se conformer plus ou moins aux règles en vigueur, édicte aux États, dans un rapport de force, comme l'explique Grégoire Chamaillou dans La société ingouvernable, le management tend à imposer ses modèles de leadership à l'administration et à la politique, tout comme la notion de hiérarchie administrative. Il infuse donc dans la gestion fondée des États les savoir-faire de l'entreprise, créant des strates décisionnelles à plusieurs échelles. Ce faisant, s'opère insidieusement une naturalisation de la règle financière. Wendy Brown, d'ailleurs, dans son essai absolument passionnant sur le néolibéralisme, une révolution furtive, justifie la métaphore, j'ai sauté un passage, définit l'ère néolibérale comme celle d'une révolution furtive, une révolution invisible de la finance. Cette omniprésence convoque un imaginaire collectif qui est celui du spectre. Dans le spectre du capital, Joseph Vogel fait référence à la première phrase au manifeste du Parti communiste, mais elle atteste une présence fantomatique, telle une image qui relève de la persistance rétinienne. La notion de spectre peut en effet s'interpréter de diverses manières. Le retour sous la forme d'images sans épaisseur de ce que l'on croyait mort, ce qui est l'objet de terreur, mais le spectre, pour filer la métaphore optique, c'est aussi la condition de visibilité des phénomènes, la modalité de leur apparaître. Or, cette modalité est marquée du côté de l'art par l'inattention, le regard distrait que nous accordons aux œuvres. Par rapport à la peinture, qui demandait du temps, de la concentration, dit Yves Michaud, nous sommes passés dans un autre régime d'attention. La photographie est discrète, elle pèse peu même quand ses formats sont immenses, ou le contenu sensationnel ou choquant. Ce sont des images sur lesquelles on glisse, qui s'adressent à une attention flottante. Pour reprendre une expression au départ inventée par un peintre, Bill de Kooning, avec elle, content is a glimpse. Le contenu, c'est un aperçu, une vision, un regard passant. L'art contemporain a toutes les caractéristiques modales de ce qui est à la fois omniprésent et sans lieu. Ainsi, les formes contemporaines de l'art ont quitté les cimaises pour se disséminer dans les villes, dispositifs, espaces, environnements visuels et sonores, créent des lieux éphémères, dispositifs perceptifs qui favorisent les fantasmagories, projections, conditionnements sensoriels. Ils modifient insensiblement, comme les nouvelles modalités des circuits financiers, comme le note Wendy Brown, notre perception du monde. Ils invisibilisent, ils ne pèsent pas sur notre perception, ils exigent peu de nous-mêmes, peu, sinon un regard distrait, le sentiment d'être environné d'un milieu. En revanche, et sans épiloguer sur le pouvoir hypnotique de l'argent, on peut observer que son invisibilité matérielle a pour contrepartie son omniprésence mentale. Le discours lancinant sur la dette publique, la culpabilité collective qu'elle est censée engendrer, qui est censée en découler, pousse à une intériorisation de la contrainte. Et Maurizio Lazzarato montrait il y a déjà quelques années à quel point, en occupant l'imaginaire par la dette, les États se sont assurés de la docilité et de la prévisibilité des acteurs économiques, mais il montre aussi que la proposition se retourne comme un gant, outil de contrôle social. Elle est présentée, cette injonction, comme une fiction par l'auteur. Fabrication, choix politique, invention, en dépit de son caractère contraignant, elle n'est qu'un choix de gouvernance qui eût pu être autre. Si l'art, en modifiant nos environnements, est censé contribuer à un élargissement de nos représentations, c'est au contraire un rétrécissement, me semble-t-il, à une constriction des possibles mentaux que produit la figure de la contrainte économique. Aujourd'hui, c'est cela que produit la figure de la contrainte économique, quand bien même elle cherche à se réinventer depuis le début de la pandémie dans les propos de quelques économistes contemporaines, devrais-je dire plutôt, puisqu'il s'agit majoritairement de femmes, dont Stéphanie Kelton, qui parle du mythe de la dette, Esther Duflo, qui encourage la dette publique, ou Anne-Laure Kiechel, qui parle de dette productive et la justifie par l'investissement innovant. Alors, je vais conclure. Enfin, j'espère n'avoir pas trop outrepassé le temps qui m'était imparti. Vous pouvez vous poser la question de savoir quoi attend cette démonstration. C'est une question légitime. Définir un régime commun des transactions monétaires et des transactions esthétiques impose plusieurs constats. D'abord, eu égard au caractère insaisissable de ceci. Si l'art est devenu introuvable, l'esthétique est en revanche partout pour Michaud, dans les moindres pratiques de la vie, de la cuisine avec le fooding, au sommeil et aux pratiques les plus communes. De ce fait même, elle dilue le geste artistique, l'irréalise au lieu de le recharger symboliquement.
Il est d'ailleurs remarquable que la notion d'esthétique, qui semble supposer une théorie de l'art, un concept en lieu et place des œuvres, désigne en réalité dans son essai le plus souvent, non pas l'esthétique, mais l'esthétisme, soit une propension subjective, une intention, une attitude qui ne relève pas des praticiens de l'art, mais de ceux qui le consomment, comme un produit marchand qu'il peut être par ailleurs. L'habilité, invisibilité, insaisissabilité des produits complexes de la finance font des règles de circulation très opaques, une sorte de lien très multiple, un art de l'esquive, où on trouverait à grande peine la matérialisation d'une valeur. La dématérialisation de l'argent allège de façon mensongère les transactions, invisibilise les flux monétaires des comptes. La macroéconomie surfe sur l'ubiquité des domiciliations des sociétés, par exemple. Mais sans doute en décrivant des transactions toutes critiques qui se font à la rapidité de l'éclair, Walter City a-t-il tout autant pour projet apparent, bien évidemment le titre « Résister ne sert à rien » est à plusieurs détentes, de montrer que l'argent, s'il n'est nulle part, littéralement introuvable, pénètre en revanche tous les rapports humains, y compris les rapports amoureux, pourrit les relations et colonise violemment et invisiblement notre imaginaire. La relation avec Gabriella, je l'ai dit dans le roman, est présentée comme une mise en balance, perte-bénéfice d'une transaction qui à court terme ne paie pas. Tommaso vit l'instant éphémère de la relation vécue comme un trading à court terme, dans une vie pauvre, dans un calcul du moment où le produit est le plus rentable. L'art se définit, ou se définirait désormais, comme relation, lien faible, nouveau régime de l'art où l'esthétique remplace l'art, où l'expérience prend le pas sur les objets et les œuvres, où les procédures et postures remplacent les propriétés, où les transactions et relations font la substance. Faire ce constat, ce n'est pas condamner, mais observer une évolution concomitante de deux domaines que les idéaux de la première modernité avaient violemment dissociés. La monnaie et l'art, devenus des milieux ambiants, ne sont plus thématisés comme l'objet d'activité autonome. Et de cette invisibilisation découle, comme l'observe avec acuité Yves Michaud, ce qui peut être également commun à l'univers de la finance, une forme de dépolitisation. C'est un milieu ambiant, tout comme la biosphère, et ce qui nous enveloppe, et ce à quoi nous ne pouvons échapper. En renonçant à une forme d'idéal adornien, de séparation d'avec l'activité économique, la postulation de la compacité de la forme, comme structure d'opposition aux aliénations d'économie, l'art aurait renoncé à une vocation émancipatrice qui fut sa raison d'être dans les premières années du XXe siècle, dans cette première modernité des années 20. Calvino, encore lui, note que l'utopie, dès les années 60-70, au moment où l'art, après le postmodernisme, effectue sa mutation vers un état liquide puis gazeux, cette utopie est désormais vaporisée, elle est en suspension. Les projets, les partis d'alternatives s'essoufflent. On n'est pas encore en 1989, mais il y a comme un essoufflement de l'alternative politique. Les projets de société future se diluent dans une forme d'assentiment à un ici-maintenant qui ne ménage que de furtifs îlots de rêve d'une société évanescente après la chute du communisme, le modèle des modèles. Ils ne se réclament d'aucune architecture. Ces mondes futurs, ils sont comme suspendus, pulvérulents, allégés de la charge critique qui les mouvait jusqu'alors. Que l'art contemporain ait accepté une forme d'indistinction des standards esthétiques intégrant des formes qui relèvent de la culture de masse n'a rien à voir dans ce débat peut-être. On peut aussi au passage mettre en discussion la notion de dépolitisation. Les arts picturaux actuellement notamment se réclament d'engagements politiques forts et sectoriels. Art féministe, néocolonialisme, culture gay, culture queer se partagent le champ des esthétiques, mais c'est encore une fois un discours sur l'art qui accompagne les performances, voire en tient lieu, comme l'observe Carole Talon-Hugon, doutant qu'il s'agisse d'une libération dans son essai « L'art sous contrôle ». Et précisément pour cette raison, le mode d'existence et de perception des œuvres n'en fait plus réellement des instruments de contestation et de contrôle de la pensée. Que l'expérience esthétique contemporaine véhicule globalement une forme de satisfaction, l'éloigne des idéaux esthétiques du passé. L'expérience n'est plus celle sublime des romantiques, la beauté convulsive des surréalistes, elle n'est plus le plaisir cognitif de l'adéquation d'une théorie et d'une réalisation graphique, comme dans l'art conceptuel des années 60, je pense notamment à Joseph Kosuth, pas plus qu'elle ne se définit par la transgression, comme dans les années 70. Yves Michaud conclut son essai en notant que l'expérience de l'art
a rejoint, bon an mal an, celle du bonheur contemporain, tel que décrit, vanté et promis par la publicité, garanti sans ombre ni catastrophe par les contrats d'assurance, rendus aisés et protégés jusqu'à l'insouciance par des technologies réputées parfaitement fiables. Il n'est pas jusqu'à la théorie littéraire qui ne développe, je ne donne pas de nom, de lien entre littérature et bien-être, puisant dans les œuvres les recettes de résilience ou une réparation des souffrances du monde. L'idée d'une radicalité esthétique, de la productivité d'une expérience déplaisante et du conflit que l'artiste entretiendrait entre l'exigence autonome de la forme et celle des expectations et des souffrances sociales, semble s'être effacée. Alors, comme antithèse sociale de la société, telle que l'évoqua Adorno. Il en va au fond de notre relation à l'art comme des relations des personnages de Résister ne sert à rien. C'est un contrat à durée limitée où chaque partie frileuse, en quête d'un monde sans attache et sans friction, côtoie les autres. Monde, d'ailleurs, qu'il ne s'agit nullement de transformer, car on le sait bien, résister ne sert à rien. Ce n'est certes pas cette asepsie que visait Calvino dans ses propositions poétiques, mais leur porosité aux formes contemporaines d'un management léger, rapide, adaptable, tentaculaire et invisible, l'annexe à un habitus commun au monde de l'argent et au monde de l'art. Celui-ci n'a été rendu possible que par la digitalisation des échanges qui les rendent invisibles. Comment se rebeller contre un ennemi qu'on ne voit pas? La financiarisation de l'économie dans les années 80 a fait disparaître la figure antagoniste, le chef d'entreprise, au profit d'un lacis d'intérêts financiers inextricable. C'est ce moment où le capital des entreprises bascule vers les fonds de pension américains. Contre qui ou contre quoi se battre quand la désindustrialisation se profile, quand les forces qui en décident sont à la fois dématérialisées et désincarnées, car elles supposent une multiplicité d'agents. Mais peut-être le propos est-il réversible, et la piste mimétique s'avérerait alors riche d'enseignements, car en disparaissant à son tour, l'art se soustrait dans ses formes, ses circuits, ses modes de transmission, au pouvoir économique, non plus sur un mode antagoniste, sur le mode de l'affrontement, du conflit, mais sur celui de l'insaisissabilité. Les impasses des arts contemporains ressemblent aux impasses politiques du temps présent, à moins de revendiquer une utopie fondamentale, à l'utopie devenue impossible, sinon sous une forme diffractée, en suspension, pulvérulente, gazeuse, répondrait à une utopie joyeuse de la création artistique qui, tout en partageant certaines caractéristiques avec les mondes de l'argent, les volatiliserait à sa manière. Je voudrais terminer sur une petite histoire, sur une fable que raconte encore Calvino, qui est celle de Cavalcanti dans le Decameron de Boccaccio. Il évoque cet épisode où le poète, d'ailleurs dans la leçon américaine intitulée Légèreté, leggerezza, où il se promène dans un cimetière de nuit et il est attaqué par un groupe de spadassins. Ils sont 4 ou 5, je ne sais plus, mais le combat, enfin les forces en présence sont très inégales. Et ces hommes veulent en découdre avec lui. Alors il prend appui sur une stèle et saute par-dessus le mur en disant à ses poursuivants qu'il leur laisse bien volontiers la place. Messieurs, vous êtes chez vous et vous pouvez dire ce que bon vous semble. La place, leur place, dans le cimetière, au milieu des tombes, parmi les morts. Peut-être cette indifférence et cette spectaculaire légèreté résonnent-elles comme la réponse à notre incipit sur la fuite de Carlos Ghosn. À fugueur et demi. Mais pourtant, comment mettre en balance la pleutrerie et la lourdeur de qui échappe à la justice pour protéger son intérêt personnel et l'envol par-dessus les tombes de celui qui, avec élégance, sauve sa vie d'un combat inégal et perdu d'avance. En restituant à leur complexité dialectique et à leur polysémie les principes d'écriture pour le second millénaire et en démontrant qu'il n'y a nulle précision sans halo poétique, pas de vitesse sans lenteur calculée, pas de légèreté sans appui sur la compacité du monde, peut-être Calvino ménage-t-il à l'écrivain et à l'artiste encore un lieu par l'énergie, on revient à l'énergie de Georges Simmel, qu'il revendique en lieu et place d'une utopie devenue problématique.